à l'engagement pris devant l'opinion publique, le Premier ministre chef du gouvernement n'a pas dérogé à la tradition qu'il avait instituée dès son arrivée à la tête de l'exécutif. C'est lui de faire le point avec les journalistes sur la marche de l'action gouvernementale, de la politique à l'économie, en passant par les finances, le social et les aspects diplomatiques et sécuritaires, surtout avec les hauts faits d'armes des forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque contre les FDLR, et ce sous la houlette de son commandant suprême. Le Premier ministre a passé en revue l'ensemble de l'actualité nationale. Il s'est plié volontiers à cet exercice démocratique, tout en réaffirmant la bonne direction prise par l'économie nationale. Il a néanmoins indiqué qu'en 2015, les réformes structurelles devraient être intensifiées et poursuivies pour obtenir le taux de croissance à 2 chiffres, seul capable d'arrimer l'économie congolaise au train de l'émergence. C'est pour nous un plaisir de vous rencontrer. Comme nous l'avions dit, dès notre avènement à la primature, nous devions en principe préserver un contact direct avec la presse. Et donc, le silence qu'on observe parfois pour bien digérer n'est pas synonyme de rupture. Bien au contraire, le contact doit demeurer. Parce que finalement, vous êtes le porte-voix à la fois de la population, mais aussi du gouvernement. Vous jouez ce rôle de trait d'union, qui est un rôle capital pour que la société puisse fonctionner normalement. Mais de prime abord, chers amis de la presse, je voudrais saluer la mémoire de l'un des vôtres, les regrettés Claude Kamala Mouton, que vous avez tous connu, qui a parfois des moments comme celui-ci été avec vous dans la salle, qui est un homme brillant, un homme de qualité, mais qui nous a quittés par la force des choses. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, nous pouvons nous mettre debout et observer une petite minute de silence à sa mémoire. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, nous avons pensé au début de cette année vous présenter ce qu'a été la situation globale du pays au cours de l'année qui vient de s'achever. Du point de vue politique, diplomatique et sécuritaire, il est à noter que la situation se présente globalement stable, conformément à la volonté du chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus déférents, et sa volonté de préserver en permanence la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Toutes les provinces ont été marquées par une stabilité de paix et de sécurité. Nous avons observé une professionnalisation continue de l'armée congolaise. Nous avons observé la montée en puissance de l'éthique et de la moralité dans le chef de nos troupes. Pour votre mémoire, Mesdames et Messieurs la presse, la victoire des FARDC contre le M23 était une victoire propre. Vous étiez habitué à écrire sur des dégâts collatéraux créés par les forces régulières, mais ça n'a plus été le cas, sauf quelques dérapages mineurs. La professionnalisation des forces armées congolaises fait de celle-ci non seulement un instrument de plus en plus efficace sur terrain, mais aussi un instrument doté des hommes ayant une certaine éthique. Ceci tient notamment à cette volonté du chef de l'État, le commandant suprême, de sanctionner sévèrement les coupables
mais aussi de mener les enquêtes quand il est faut pour que le brebis galeuse soit identifié et sanctionné. Donc, cette politique de sanction, cette politique de discipline fait que nous avons davantage de forces armées qui répondent aux exigences rigoureuses de discipline. Évidemment, le chemin à parcourir est encore long, mais les efforts accomplis sont considérables et méritent d'être vus par les hommes de la presse. Cette professionnalisation a fait que non seulement nous avons de fait le mouvement M23, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale, qui était appréciable, mais nous avons aussi de fait les Afdel Nalou. Et nous sommes en train, progressivement, de récupérer l'espace occupé par les FDLR. C'est dire que les forces armées congolaises sont devenues un instrument qui obéit à un commandement suprême, celui du chef de l'État, mais qui garantit la paix et la sécurité dans notre pays. Du point de vue politique, tout récemment, l'espace a été marqué aussi par la publication du calendrier électoral. Un calendrier global, certains diraient même inclusif. Ce calendrier permet de tracer la voie du processus démocratique pour que ceux qui seront élus soient connus et soient dans la possibilité de porter le flambeau national. Du point de vue diplomatique, il a été remarqué une consolidation du partenariat de la République démocratique du Congo avec le pays de la sous-région dans le cadre des corporations régionales comme les CIRGL, comme les CPGL, comme la SADC, comme le COMESA. La RDC est de plus en plus présente et fait entendre sa voix dans ces corporations régionales. La RDC a été aussi présente sous le leadership du chef de l'État au niveau de l'Union africaine, tout comme au niveau des Nations Unies, à New York notamment, où le chef de l'État a fait personnellement le déplacement. Dans toutes ces instances, mesdames et messieurs, la voix de la RDC est davantage écoutée. La RDC, c'est donc une nation avec laquelle il faudra désormais compter dans l'espace sous-régional. Du point de vue économique, mesdames et messieurs de la presse, le contexte économique international est difficile, vous le savez très bien, mais il est important de vous le rappeler, parce que la RDC n'est pas un pays qui évolue seul, de manière isolée. L'environnement économique international est très défavorable. Les taux de croissance économique en Europe sont au plus bas. Le taux de croissance aux États-Unis essaie de remonter, est encore à un niveau relativement bas, bien que supérieur à celui de l'Europe. Le taux de croissance des économies émergentes n'est pas celui des 2 chiffres qu'on a connus pendant de longues années, notamment en ce qui concerne la Chine, qui est l'un des moteurs économiques du monde. Ceci a donc un impact direct sur les autres économies, notamment les économies africaines, comme l'économie de la République démocratique du Congo. Mais nous devons vous dire, mesdames et messieurs la presse, qu'en dépit de ces tableaux pas très favorables du point de vue international, la RDC, sous le leadership du président Kabila, s'étire plutôt mieux. Du point de vue macroéconomique,
nous avons enregistré au cours de l'année 2014 un taux d'inflation de 1%. Ceci pour consolider les propos du chef de l'État tenus à New York au cours des assemblées des Nations Unies. Le chef de l'État avait mentionné clairement que la RDC est un pays debout avec des taux d'inflation proches de zéro. Mesdames et messieurs de la presse, les taux d'inflation de 1% sont rarissimes dans l'économie mondiale pour le moment. Et pour votre mémoire, les taux d'inflation de 1% que nous sommes en train de réaliser depuis 2013 et depuis 2014 n'ont jamais été réalisés depuis 1960. Les taux d'inflation, c'est comme le thermomètre corporel. Lorsque vous êtes à 36 degrés, vous êtes à mesure de faire les performances les plus extrêmes que votre corps peut vous permettre. Même chose pour l'économie nationale. Lorsque vous avez des taux d'inflation très bas, c'est que l'économie affiche des santé qui peuvent parfois être exceptionnelles. Taux de dépréciation monétaire zéro, exceptionnel. Dans la salle, je vois certains économistes, mais professionnels, journalistes. Taux de dépréciation monétaire zéro en 2014. Ça veut dire que vous devriez être indifférent devant les francs congolais, devant les dollars, devant l'euro et devant toute autre monnaie. Il y a même certains Congolais qui ne veulent plus être payés en dollars américains. Cherchent le franc. Même certains journalistes cherchent toujours les francs. Les journalistes se retrouvent dans leur secret. Voilà. La volonté du chef de l'État, c'est d'offrir à la population congolaise une monnaie stable, une monnaie digne. Et le franc congolais aujourd'hui, c'est une monnaie qui est recherchée, qui est voulue et qui est conservée. Et ça, c'est quelque chose de très important. La stabilité macroéconomique, taux d'inflation très bas, taux d'échange très stable, c'est la résultante d'une gestion des finances publiques orthodoxe. Le ministère des Finances, je vois le ministre qui est ici présent, continue avec cette rigueur d'orthodoxie des gestions financières. Les finances publiques qui hier, quand on dit hier, c'est il y a plusieurs années, étaient déficitaires, aujourd'hui, ces finances publiques affichent des excédents. C'est ce qui justifie la stabilité du cadre macroéconomique. C'est ce qui justifie la confiance à la monnaie congolaise. Oui, mesdames et messieurs de la presse, est-ce qu'on mange la macroéconomie? Mais voilà. À cette question, le gouvernement y a répondu. Comment avons-nous répondu? En faisant des réformes vigoureuses, des réformes sectorielles, mais des réformes porteuses de ce qu'on mange, les sociales. Le gouvernement de la République, conformément au programme du chef de l'État, c'est un gouvernement qui vise à améliorer les sociales de la population pour que les conditions de vie des Congolais et des Congolaises s'améliorent. Et nous avons frappé dans tous les secteurs possibles. Rappelez-vous, mesdames et messieurs, de cette image du social où un Premier ministre disait « Il faut que l'impiodi tombe sur l'assiette des Congolais ». Ah, les Congolais les plus démunis atterrissent. Bon, voilà. Nous y travaillons conformément à la volonté du président de la République.
Mesdames et messieurs de la presse, parce que les finances publiques sont gérées de manière orthodoxe, nous faisons des augmentations des revenus du salarié, quel que soit le niveau de cette augmentation. Mais nous le faisons chaque année, et en 2014, ceci a été fait. Lorsque vous augmentez le salaire d'un fonctionnaire, d'un enseignant, d'un officier, d'un militaire, avec des taux d'inflation proches de zéro, avec des taux de dépréciation zéro, ça veut dire un accroissement du pouvoir d'achat de la population, n'est-ce pas? C'est ça le social, n'est-ce pas? Ça permet à celui qui dispose de son salaire d'avoir un pouvoir d'achat supplémentaire pour acquérir des biens sur le marché, pour payer le frais des Minerval, pour payer son transport, pour payer son loyer. Nous avons renforcé le parc automobile de la société Transco. Nous avons mis en route le bus privé Esprit de Vie, où, comme vous l'avez observé, personne n'est debout dans ce bus. Le bus privé financé par le Trésor public. Un mécanisme nouveau. Nous avons prêté à crédit des bus de qualité, des bus neufs. Nous avons financé l'achat de locomotives neuves. Dès le mois d'avril, le mois de mai, près de 20 locomotives neuves vont pouvoir être livrées à la Société nationale des chemins de fer. Depuis 1974, jamais cette société n'a reçu de locomotives neuves. Nous avons consolidé notre programme dans l'éducation. Si nous sommes aujourd'hui, nous tous, c'est parce que nous avons été à l'école primaire, à l'école secondaire. Le programme éducatif du président de la République, c'est de construire chaque année 1000 écoles. Mais nous rencontrons une difficulté d'absorption. Les gens ne savent plus consommer les capitales que nous investissons. S'il y a des gens qui peuvent créer des sociétés de construction des écoles, écoutez, nous sommes disposés à vous enregistrer. Parce que nous manquons des gens pour construire. Les capacités d'absorption sont faibles. Et ça, c'est financé par le Trésor public. Ce n'est pas que vous devez attendre le financement qui vient de l'extérieur. Non. Le financement se trouve ici. Vous passez par le boulevard du 30 juin, c'est le ministre des Finances, et puis à la Banque centrale. Mais on manque une capacité d'absorption. Mais nous avons déjà dépassé le cap de 500 écoles qui ont été construites. Je parlais avec le gouverneur de la province du Sud Kivu ce matin, qui est en train d'inaugurer les écoles vers Baraka. Il est arrivé à un endroit où les habitants disaient que pour la première fois, depuis 1943, ils voient une école en tôle. C'était dans leur coin, l'école en chaume, construite en 1943. Et ce programme de réhabilitation des écoles s'est fait dans l'ensemble du territoire national. Au moment où je vous parle, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, un ministre très actif aussi, il est à l'intérieur du pays. Si je vous cite les villages dans lesquels il se trouve, vous allez reconnaître effectivement l'efficacité des ministres. En train de réceptionner les écoles en tôle, en briques durables. La santé. Si nous sommes là, c'est aussi parce que nous sommes en forme, en bonne santé. Là aussi, notre programme est en cours. Nous sommes en train de réhabiliter plus de 1000 centres de santé, 300 hôpitaux. Moi-même, j'ai été témoin
lors de la réception des travaux de l'hôpital de Matete. L'hôpital construit en 1954. Certainement que beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Mais réhabilité ici, sous le leadership du président de la République, en 2014. L'hôpital pimpant de nouveau neuf, avec des équipements de qualité importés de Copenhague dans le cadre de notre partenariat avec les institutions des Nations Unies, qui nous permettent d'acquérir ces équipements avec des fonds du trésor public, mais à des tarifs compétitifs. Plusieurs hôpitaux sont en train d'être réhabilités dans l'ensemble du pays. Plusieurs centres de santé sont en train d'être reconstruits. Pour le moment, un programme légèrement inférieur à plus de 100 centres de santé est déjà en mouvement. Plusieurs dizaines d'hôpitaux sont déjà réhabilités. Et je crois que d'ici 3 mois, nous devions déjà atteindre la vitesse de croisière avec des centaines partout. L'ITB Kokolo. Certains d'entre vous ont été à l'inauguration de ces monuments historiques qui fait la navigation entre Kinshasa et Kisangani. Congo Airways, dont le président, le directeur général a été nommé il n'y a pas longtemps par le chef de l'État. Mesdames et messieurs la presse, vous serez tous fiers de voir bientôt les drapeaux congolais flotter dans les airs avec des avions de qualité. L'aéroport modulaire qui est presque vers la fin. La tour de contrôle. Bref, mes chers amis, je ne préfère pas vraiment vous garder ici parce que je vois que vous êtes très occupés. Je vous livre l'essentiel. Parce que tout ce qu'on vous dit là a un impact sur le niveau de vie de la population congolaise. Tout ce que nous faisons a un impact, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé, du transport, de l'électricité, de l'eau. Tout ceci impacte sur le quotidien du Congolais. Et l'indicateur qui est généralement utilisé, c'est l'indice du développement humain. Mesdames et messieurs la presse, vous avez déjà entendu certaines personnes dire que tout ce qui est fait par le gouvernement n'impacte pas la vie du social du Congolais, cherchant parfois à voir le social comme quelque chose de physique qu'on donne, voilà votre social. Non, mesdames et messieurs la presse, vous êtes des professionnels. Le social ne se donne pas, le social se constate. Alors, parce que vous ne croyez pas à ce que le gouvernement vous dit, croyez un peu à ce que les autres vous disent. Alors, je cite le PNUD, qui est une structure indépendante des Nations Unies. Au moins, vous voulez souvent croire aux Nations Unies. Je cite le rapport annuel du développement humain de la RDC. Le PNUD constate que la RDC a fait des progrès énormes dans l'amélioration des conditions de vie de sa population. Là, les Congolais l'ont cru. Je crois que la presse aussi a cru. Nous avons gagné 13 points dans le classement mondial fait par le PNUD. Ceci parce qu'ils réalisent qu'il y a des progrès énormes
qui sont faits dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines de l'électricité, dans le domaine de l'eau. Tout ceci agrégé fait que la RDC a amélioré sensiblement les conditions de vie de sa population. Et le taux de chômage a aussi baissé. Je n'ai pas encore terminé. Il y a quelques années, près de 60% de la population congolaise était au chômage. Aujourd'hui, grâce à ce programme ambitieux que le gouvernement applique sous le leadership du président Kabila, le taux de chômage est descendu à 40%. 20 points gagnés. Là aussi, ce n'est pas nous qui les calculons. Parce que vous allez dire, oui, mais ça c'est le taux du gouvernement. Non, non. Et même, ce taux est très rigoureux. D'autres qui les descendent même en dessous des 40. Mais moi, j'ai dit, comme je serai devant les sceptiques, je donne les chiffres qu'ils voudraient rencontrer. 40%. C'est vous dire, mes chers amis, qu'il y a des progrès significatifs qui se réalisent. Et le représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies, qui parlait de ces rapports au Grand Hôtel, j'espère que certains d'entre vous étaient présents, il a dit: je suis fier de parler de ces choses parce que moi-même je vis l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Mesdames et messieurs de la presse, quelles sont les perspectives? Maintenant que nous vous avons parlé de tous les progrès réalisés en 2014, du point de vue politique, économique, sécuritaire, économique et social, quelles sont les perspectives? La volonté du gouvernement, c'est de consolider la paix, la sécurité dans le pays. Parce que sans la paix, sans la sécurité, nous ne devons pas être capables de pouvoir maintenir le cap. Il faut que le cap soit maintenu. Et la sécurité. Et c'est pour ça que vous voyez les forces armées congolaises sont très engagées dans la traque des FDLR. Pour qu'on puisse consolider à jamais cette partie de l'Est du pays et que l'économie puisse fonctionner au régime maximum. Nous avons réalisé en 2014 un taux de croissance économique de 9,5%, l'un des meilleurs depuis 1960, et notre objectif c'est de réaliser un taux de croissance à 2 chiffres en 2015. Et selon le PNUD, si nous maintenons ces rythmes de création de richesses, en 13 ans, l'économie congolaise peut devenir émergente. Et donc, vous voyez que l'objectif d'émergence n'est pas très loin. Dans 13 ans, beaucoup d'entre nous ici seront encore vivants. Nous pourrons à ce moment-là vivre l'émergence, qui n'est pas donc un rêve irréalisable. Mais ça nécessite que la paix et la sécurité soient consolidées, que les réformes continuent et que la croissance économique se maintienne. L'objectif, c'est de pouvoir aussi continuer avec les réformes structurelles. Les réformes sont nécessaires pour libérer la croissance, pour améliorer le climat des affaires, pour que les sociétés se créent, les industries se créent, pour que notre Bukangalonzo, dont la récolte va être réceptionnée officiellement ce vendredi ici,
pour que ce Boukangalonzo continue dans ses productions des tonnes et des tonnes de maïs, dans ses productions des tonnes et des tonnes de légumes, dans ses productions des tonnes et des tonnes de poissons. Mesdames et messieurs la presse, je vous invite les 5 à Boukangalonzo pour que vous puissiez vous-même voir que la cérémonie que le chef de l'État a eu le privilège de présider n'était pas un cinéma, mais c'était une action politique de haute portée. Parce que finalement, à partir du 5 mars, Boukangalonzo va livrer ce mystère, ce premier mystère. Mesdames et messieurs de la presse, voilà pour l'essentiel ce que j'avais à vous communiquer. J'avoue vraiment que je voulais économiser votre temps parce que si on devait vous parler de tous les progrès économiques et sociaux de la RDC, on allait prendre beaucoup de temps. Mais le plus important, c'est de vous livrer l'essentiel et c'est ce que j'ai fait. Je vous remercie. Ce face-à-face Matata Ponyo Mapon Presse s'est poursuivi dans le jardin de la primature où les journalistes ont poussé plus loin leur curiosité. Ils ont obtenu des réponses dans un climat détendu et chaleureux. J'apprécie, c'est que le Premier ministre, avec beaucoup de facilité, un exercice qui lui est pratiquement habituel, il passe en revue tous les secteurs de la vie. Parce qu'à un certain moment, on a tendance à croire que Matata, c'est seulement de l'économie. Et c'est sa matière. Mais là, je suis très content, très heureux d'entendre de la bouche du Premier ministre qu'il aborde les questions sécuritaires, les questions de défense, les questions de diplomatie avec beaucoup plus de facilité. Et en plus de ça aussi, le fait de travailler toujours en harmonie avec le président de la République. Je pense que tout ce qu'il fait, c'est sous l'impulsion du président de la République. Je pense que même au niveau de la communication de son Excellence le Premier ministre, beaucoup de choses ont avancé. Mais ce que je voudrais également féliciter le Premier ministre, c'est par rapport à la sincérité. Il dit les choses, lorsqu'il trouve que ça ne va pas, il le dit. Il assume, et avec l'engagement de mieux faire dans les jours à venir, aussi bien au sein de son gouvernement que par rapport à ce qui se passe au niveau du pays. Il a dit qu'au niveau du gouvernement, il se battrait pour que les élections se tiennent dans les bonnes conditions, du moins en ce qui concerne les responsabilités du gouvernement, mais qu'il y a des contre-propositions du côté de l'opposition, il n'appartient pas au gouvernement de répondre à la question. Je pense que sur ce point-là, le gouvernement, comme il l'a dit, fera son travail, la CENI fera la sienne, elle l'a déjà faite, mais également les formations politiques, tant du côté du pouvoir que du côté de la majorité. Donc, Matata reste dans ce rôle de Premier ministre, pas dans ce rôle de la majorité présidentielle, mais de Premier ministre. Tous nos dirigeants devraient avoir le souci de rendre compte, de dire ce qu'ils font à la population qui les a mandatés. Le Premier ministre est resté sur sa lancée, à savoir que la stabilité macroéconomique, cette politique de stabilité macroéconomique va se poursuivre, à savoir qu'il y a des perspectives positives de son point de vue. Si cela se réalise comme il l'a dit, je ne vois pas qui s'en plaindrait. La population y trouverait son compte. Le Premier ministre a fait montre du métier. Il a répondu aux questions et nous qui sommes intéressés par la croissance économique de notre pays, nous revenons encore pour insister que croissance oui, mais inclusive beaucoup plus. Nous insistons sur que les efforts soient fournis pour que cette croissance soit partagée par l'ensemble des populations. Le Premier ministre a tracé le tableau de l'année 2015 qui a des perspectives heureuses. Le taux de croissance qui frise les 10%, ce qui est unique. La construction de 1000 écoles dont plus de la moitié sont déjà terminées. La construction des hôpitaux ultramodernes équipés et qui n'ont pas à rougir par rapport aux hôpitaux du monde entier. Donc il n'y aura plus de transfert et d'argent et de technologie pour qu'on aille soigner les gens à l'extérieur. J'ai beaucoup apprécié notamment l'annonce de la première récolte de Boukangalonzo. Vous savez qu'on sème toujours dans la douleur et on récolte dans la joie. 5000 hectares de Boukangalonzo
un parc agro-industriel qui va être dupliqué dans plusieurs provinces. Et moi, je pense que s'il y en a 3 par province, adieu les importations, adieu les surgelés.